Mais tout de suite, on va s'intéresser à l'univers des crypto-monnaies. C'est un placement opportun ou au contraire, prend-on un risque lorsque on choisit d'investir son épargne dans ce genre de produit? Comment est-ce que ça marche? D'abord, pourquoi est-ce que ces crypto-monnaies continuent par avoir parfois mauvaise réputation? On va répondre à ces questions avec Philippe Ledan. Il est senior économiste pour la banque ING, banque classique et sérieuse par excellence. Et avec Thibaut Verbiste aussi, qui est avocat au sein d'un bureau qui s'appelle Métallo, qui est spécialisé dans le droit du numérique. Thibaut Verbiste qui est aussi co-auteur de ce petit guide qui vient de sortir, tout ce que vous avez voulu savoir sur les crypto-monnaies sans oser le demander. On va commencer avec vous, justement, Thibaut Verbiste. Les crypto-monnaies séduisent un public qui est plutôt jeune. Ça inquiète, ça déroute. En revanche, des épargnants plus âgés, plus classiques, vous croyez évidemment à l'avenir des crypto-monnaies. Est-ce que ça peut remplacer pour vous un placement traditionnel? Est-ce que vous y croyez? Pas vraiment, non. Non, parce que c'est un investissement à risque. Et ça se saurait si les crypto-monnaies étaient un investissement en bon père de famille, hein. Et en même temps, c'est pas les seuls investissements à risque qui existent sur le marché. Là, c'est l'objet de ce débat, hein. On n'investit pas dans les crypto-monnaies comme on investit dans des obligations à la bourse. Et voilà, donc effectivement, c'est un univers qu'il faut apprendre qu'il faut apprendre, Ouais. qu'il faut pouvoir explorer, comprendre un minimum. Donc vous nous appelez à la prudence et pourtant, dans votre bouquin, vous y croyez à l'essor de ces crypto-monnaies. Vous dites même ça va remplacer peut-être le dollar, ça va remplacer l'or, ça va prendre de plus en plus de place dans notre vie quotidienne. Vous êtes sûr de ça? Bah, c'est déjà le cas. Donc aujourd'hui, il y a 150 millions de titulaires de crypto-monnaies, donc des gens qui ont des portefeuilles crypto-monnaies. Bien sûr, ce sont des chiffres qui sont approximatifs, parce qu'il y a une partie de ces portefeuilles qui sont décentralisés, donc on ne peut pas nécessairement les attribuer à des personnes, mais c'est massif. Et en plus, il y a un phénomène qui est relativement récent, qui est l'avènement du monde de la finance, Ouais. des fonds d'investissement, des family office, des banques, qui commencent, c'est assez massif hein, depuis quelque temps, qui commencent à se constituer des portefeuilles de crypto. Donc oui, ma conviction est que c'est là pour durer. Alors, Philippe Ledan, économiste à ING, banque traditionnelle, comment est-ce qu'on les voit, ces crypto-monnaies? Est-ce que vous, à ING, on les conseille à ses clients, on fait des placements en crypto-monnaie ou plutôt on s'en méfie et on trouve que c'est pas assez sérieux et peut-être un petit peu dangereux? C'est quoi le discours? Alors, concrètement, non, on ne le conseille pas, tous pour une raison très simple que la FSMA, qui est le gendarme en matière de placement et de protection du consommateur en matière de finances, interdit aux banques simplement de conseiller à ses clients d'investir en crypto-monnaie, considérant que c'est un placement trop risqué. Donc, pour répondre très platement à votre question, la réponse est non, on ne le conseille pas. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez que par contre chez les jeunes, ça rencontre un certain succès, qu'on a de plus en plus de jeunes d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, s'ils ont un petit peu d'économie, ils s'essayent à ce placement en crypto-monnaie. Comment on le décode? Je pense que, je préciserai peut-être aussi que, au-delà de ce que je viens de vous dire sur ING, personnellement, je crois beaucoup moins que l'autre interlocuteur au futur des crypto-monnaies, hein. Donc en tant qu'économiste, j'ai un regard extrêmement prudent par rapport à ça, hein. Maintenant, c'est vrai que voilà, cette entrée dans les classes d'actifs, hein, c'est ça que d'ailleurs que c'est intéressant, c'est beaucoup plus vu par la plupart des gens qui investissent en crypto-monnaie. En fait, ils le voient beaucoup plus comme un actif d'investissement que comme une monnaie. Donc, ce qui est un peu paradoxal, mais soit. Et effectivement, les jeunes publics, voilà, en entendent parler, s'y intéressent, ils voient quelque chose de très novateur, une construction du futur. Aussi, ils voient une espèce d'affranchissement par rapport au système bancaire classique, par rapport au système monétaire classique, et probablement que ça séduit. Mais je pense que la plupart des gens qui investissent en crypto-monnaie n'y comprennent simplement rien et pensent simplement que c'est un actif qui
qui peut faire des gains très importants. Et probablement qu'aujourd'hui, c'est ça qui attire beaucoup de monde. D'abord, avant l'idée que ce sera une monnaie du futur. On va essayer de comprendre comment ça marche. En tout cas, on va essayer d'expliquer pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas grand-chose à la finance. Pour nous aider, j'ai demandé à notre infographiste Ludovic Gossen de nous préparer un petit schéma. On va le voir ensemble pour essayer d'expliquer déjà comment marche la blockchain. On va imaginer que Leïla veuille virer de l'argent à Patrick. Alors la transaction va être encodée sous forme de code informatique, c'est ce qu'on appelle un bloc. On va réunir ce bloc et toutes les transactions précédentes au sein d'une blockchain, donc les blocs les uns derrière les autres. Et c'est cette blockchain qui est répliquée et rendue accessible à des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Et c'est ça qui va rendre le piratage une opération quasi impossible. Le cryptage et la réplication de ces blocs, c'est ce qu'on appelle le minage. Et on va donc récompenser, rémunérer les mineurs en émettant par exemple des bitcoins. Et une fois que toute l'opération est finie, Patrick peut récupérer l'argent grâce à une clé de cryptage. Thibaut Verbis, est-ce que j'ai essayé d'expliquer? Est-ce que c'est à peu près compréhensible? Est-ce que vous démentez ma démonstration? Non, bravo. D'ailleurs, si je peux vous piquer votre présentation, ça m'arrangerait. Elle est très pédagogue. C'est un grand livre. Une blockchain, c'est un grand livre de transactions infalsifiables et auditables, c'est-à-dire consultables, vérifiables par tout le monde. En tout cas, quand la blockchain est dite publique, comme dans le cas de Bitcoin ou d'Ethereum. Ce n'est que ça, pour dire les choses le plus simplement possible. Ouais, ça veut dire que toutes les transactions, on peut les vérifier, même si on ne connaît pas forcément l'identité de la personne, mais on peut vérifier les mouvements d'argent, et ça veut dire que c'est relativement transparent. Pourtant, quand on parle des crypto-monnaies, on associe ça souvent à des placements parfois un petit peu douteux, pour ne pas dire hors la loi, du blanchiment d'argent, des choses de ce genre-là. Comment ça se fait que ça a autant mauvaise réputation, la crypto-monnaie? Est-ce que c'est justifié pour vous ou pas? Ça peut être justifié, mais pas toujours pour la raison qu'on croit. Parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances ou de mauvaise compréhension de comment tout ça fonctionne. Il y a évidemment des fraudes, il y a beaucoup de projets qui sont complètement foireux. Et donc, il faut faire très attention. Encore ce matin, mon épouse m'a montré toute fière, parce que j'étais pas au courant, une fraude où on voyait Benoît Poelvoort, qui, soi-disant, faisait la réclame de crypto-monnaies. Et c'était un article du Soir. En réalité, c'était un faux site du Soir. Ouais. On voyait bien sur l'adresse, l'URL, c'était pas l'adresse, c'était pas le site du Soir. Ouais. Donc l'engouement pour les crypto-monnaies, c'est une aubaine pour les arnaqueurs de tout poil, on va dire ça comme ça. Philippe Ledan. Oui, alors c'est pas nouveau, ce type d'arnaque-là. Ce type d'arnaque pullule sur Internet depuis qu'Internet existe. Ce n'est pas les crypto-monnaies qui l'ont inventé. Je me souviens, quand j'étais jeune avocat et que l'Internet était à peine naissant, il y avait ce qu'on appelait les lettres nigérianes, où on vous disait qu'on allait vous envoyer 200 millions d'euros si vous payez une assurance de transfert de 20 000 euros. Alors, c'était des francs belges à l'époque, pour assurer le transfert. Ça a toujours existé. Dès que vous agitez la possibilité d'un gain facile et rapide, c'est la porte ouverte aux fraudes et aux arnaques. Ouais. Et dans la crypto, ça n'échappe évidemment pas à la règle. Et comme c'est pas facile à comprendre, c'est facile de berner les gens. Alors, Philippe Ledan, un des grands arguments des défenseurs des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, c'est de dire que c'est des transactions de particulier à particulier, qu'il n'y a pas de tiers qui intervient, et notamment il n'y a pas de banque centrale. Et que notamment un des grands intérêts du Bitcoin, dont on sait que les émissions vont être plafonnées à 21 millions de Bitcoin, c'est qu'il n'y aura jamais de dévaluation, parce que ce n'est pas lié à une économie réelle dirigée par un État, et que donc si j'investis dans les Bitcoins, je suis protégé du risque de dévaluation. Est-ce que ça, l'économiste confirmé que vous êtes, ça ne vous séduit pas? Non, parce que ça m'expose à un autre type de risque, évidemment. C'est que, je veux dire, une garantie de la part d'une autorité centrale, moi, ça me convient très bien. Enfin, je veux dire, après, on croit en l'État ou on n'y croit pas. On peut effectivement être anti-système, vouloir s'affranchir de tout ça. Moi, ça me convient très bien. Donc vous faites confiance aux banques centrales? Bien sûr, bien sûr. Et par ailleurs, j'y fais confiance parce qu'elles ont pu asseoir leur crédibilité sur des dizaines, voire parfois des centaines d'années
d'évolution, de construction de la confiance dans la monnaie qu'ils émettent. Voilà, donc après, qu'on considère que tout ça, finalement, est un complot et que ça mènera à la ruine parce que les banques centrales ont émis énormément de monnaie depuis la crise, parce qu'il y a des connivences entre les banques centrales. Voilà, encore une fois, on peut croire ce qu'on veut, mais enfin, c'est un peu la même chose qu'on a dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on croit dans la garantie apportée par une réglementation ou par la force publique, ou bien est-ce qu'on ne croit que par les pairs, hein, les utilisateurs du système? Voilà, c'est un peu la différence entre le guide Michelin et Booking, si vous voulez. Vous pouvez très bien noter un hôtel par les utilisateurs, ou bien vous croyez dans un agent central. Si je peux juste me très rapidement, parce que c'est la fin du débat. Oui, non, juste, votre infographie était très intéressante parce que dans l'infographie, c'était un transfert d'euros ou de dollars. Il y avait un petit sigle d'euros ou de dollars, ce qui montre très bien qu'il faut bien faire la différence entre la technologie de la blockchain d'un côté et les crypto-monnaies de l'autre. La blockchain, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir, en ce compris dans l'utilisation par les monnaies classiques. Voilà, on va rester ici. C'est un court débat, mais je vous promets qu'on aura l'occasion de revenir sur ces crypto-monnaies et sur la notion de blockchain. Il y a donc ce petit livre, vous pouvez avoir déjà un certain nombre d'indications. Merci à tous les deux d'avoir participé à ces échanges.